Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Véronique Morissette. On parle ensemble du deuil sous plusieurs angles. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la rage au volant. Bienvenue chez nous. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce. Je m'entretiens maintenant avec notre invitée, Véronique Morissette. Bonjour Véronique. Allô Yvan. Bienvenue encore une fois à l'émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu es coach PNL et accompagnante au deuil. On va parler justement du deuil aujourd'hui. On a 2 segments ensemble. S'il vous plaît, ne changez pas de poste. Le deuil, j'ai l'impression que ça fait reculer les gens, mais ça fait partie de la vie. Puis on va en parler d'une façon un peu différente, je pense. Puis je pense que c'est la bonne personne pour faire ça. Peux-tu d'abord nous décrire un peu, peut-être rapidement, ce que tu fais avant qu'on amorce le sujet, là? Oui, brièvement. Dans le fond, moi, je suis certifiée en coaching de PNL, programmation neuro-linguistique, et je suis aussi formée pour accompagner au deuil. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens dans leur processus de deuil, transformation de vie, transition. Dans tous les types de deuil, tous les âges? Mais principalement, j'accompagne surtout les adultes. Ouais. Ça peut être des gens qui vivent un deuil récent ou passé. Quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de maladie terminale, par exemple, ou des proches de cette personne qui arrive à la fin de vie. Ouais. Ou des personnes qui vivent d'autres genres de deuil, comme des deuils relationnels qu'on pourra parler éventuellement. Donc, voilà, différents types de deuil. Ça peut être deuil amoureux aussi. Oui, c'est vrai. Puis pourquoi ça t'a touché? Je ne veux pas non plus m'étendre sur ça. Il faut qu'on parle du sujet, mais ça m'intéresse de savoir, c'est rare les personnes peut-être qui prennent ce sujet-là en charge puis que tu le prends avec passion. Oui, je le prends avec passion, effectivement. Merci pour ta question parce que c'est un sujet qui me touche vraiment depuis que je suis quand même assez jeune. Je suis intéressée par le sujet de la mort, de l'au-delà, puis j'ai vécu un deuil majeur étant jeune adulte, puis j'ai aussi un parent atteint de maladie mentale, donc ça m'a amené à vivre des sortes de deuil qui sont pas nécessairement seulement liés à la mort ou au décès. J'ai guéri beaucoup dans ma vie. Je suis allée en profondeur dans les différentes dimensions de ma vie d'humaine avec le deuil puis tout ce que ça comporte. Donc, c'est ça. C'est ce qui te motive, c'est ce qui te drive en bon français. Oui, exactement. D'aller au bout de tout ça, d'aller à l'intérieur de soi puis de découvrir qu'est-ce qu'il y a de beau c'est difficile après d'aller là, le deuil. Mais c'est difficile d'aller là. Tu sais, tout le monde voudrait guérir, mais des fois, on ne sait pas comment, d'où ton intervention. J'imagine que tu dois aider les gens à trouver leur voie, à aller chercher en dedans ce qu'ils doivent régler ou ce qu'ils doivent soigner, en fait, ce qu'ils doivent guérir. C'est un peu ça. Bien, c'est un peu une réconciliation avec soi. En tout cas, on pourra rentrer dans les stratégies, justement, mais d'aller au-delà d'oser aller dans ce qui fait mal pour le traverser puis découvrir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté parce que de l'autre côté, il y a des trésors, de l'autre côté, il y a l'amour, de l'autre côté, c'est lumineux. C'est pas juste douloureux, le deuil, parce que c'est un processus. Puis justement, je pourrais rentrer dans une définition que j'aime bien, si tu veux. C'est une définition qui a été présentée par Mélanie Thibault, psychologue, et son équipe au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. J'aime beaucoup cette définition du deuil parce qu'elle ne touche pas juste au deuil par le décès. Ça va comme suit. Le deuil est un processus adaptatif que l'on doit traverser pour apaiser la douleur éprouvée à la suite d'un décès. Outre la perte à la suite d'un décès, les pertes physiques liées au vieillissement ou à la maladie grave, la perte d'un emploi, la fin d'une relation amoureuse ou amicale, la perte de ses illusions d'enfant, la perte d'un rêve d'adolescent ou encore le départ de la maison familiale pour entamer sa vie d'adulte, provoquent tous des périodes de deuil plus ou moins longues. Il s'agit d'un long processus dont la finalité est de laisser aller ceci ou ce qui a été perdu. C'est un processus de détachement. Tu l'as dit en début de chronique, c'est un sujet qu'on n'aime pas nécessairement aborder ou regarder. Ça fait mal, le deuil, mais tout le monde vit des deuils, puis on en vit tous au quotidien, à différentes intensités. Tout le monde en vit.
Puis tout le monde va en vivre. C'est la grande initiation de l'humain, c'est vivre le deuil, vivre le détachement de tout ce qui est ici en réalité, là. J'ai l'impression que c'est une des affaires où on est le moins près. De base, comme être humain, je ne sais pas, là, il me semble que le deuil de tous ces deuils-là, là, comme tu parlais tantôt, de deuil amoureux, deuil d'un emploi, deuil de... peu importe, d'une personne qui est décédée, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si près que ça. Peut-être parce qu'on a eu peur du deuil, on a peur de ça, on sait, on veut pas que ça nous touche, on pense pour les autres, peut-être, je ne sais pas. Bien, je pense que, tu sais, plus qu'on va en parler, plus qu'on va pouvoir l'apprivoiser. Dans toutes ses formes, là, relationnelles ou la mort, parce qu'on craint notre mort. Puis ça, c'est aussi une question culturelle, parce qu'il y a plein d'autres cultures à travers le monde qui célèbrent la mort, qui célèbrent le départ des vivants dans l'au-delà ou dans un ailleurs, selon leurs croyances. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Puis effectivement, moi... c'est aussi pour ça que j'aime parler de ce sujet-là, parce que je pense que plus qu'on va en parler, moins qu'on va avoir peur, plus qu'on va se détacher avant d'être confronté à ces situations-là qui nous mettent dans une douleur vive. Donc, d'apprendre à en parler, d'apprendre à l'apprivoiser pour trouver des stratégies pour prendre soin de nous-mêmes avant que ça arrive. Ouais. Et même se préparer, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on souhaite vivre un deuil prochainement, mais au moins, on aura une réflexion sur ça. Tu sais. C'est ça que... Les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent un jour ça va arriver, mais j'ai l'impression que le monde veut pas en parler, veut pas rien savoir, tu sais. Ben c'est sûr, c'est normal, tu sais. Les gens n'ont pas envie de commencer à penser tout de suite à qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qui fait mal, puis qu'est-ce qui est inconnu aussi. On ne veut pas laisser aller nos parents, on ne veut pas laisser nos... Tu sais, veut pas, on sait que la mort existe. On fait des blagues, on fait toutes sortes de choses, mais un jour, ça peut arriver plus vite qu'on pense. Ça peut arriver plus tard qu'on pense. Il n'y a pas de... Exactement. Fait que moi, j'invite tout le monde à commencer tout de suite à penser. Puis là, c'est imminent. Là. Moi, personnellement, j'ai déjà un testament. J'ai déjà écrit une lettre à mon fils en cas de décès. Mon fils a 7 ans et demi. J'ai écrit une lettre parce que pour moi, c'est important tout de suite de léguer quelque chose, de pouvoir livrer avant qu'il soit trop tard. Ouais. C'est peut-être un peu extrême, mais pas vraiment dans le fond, jamais, parce que c'est ce qui est pénible pour les gens qui nous survivent, dans le fond, quand on décède, c'est d'avoir à faire face au deuil dans cette douleur terrible, puis d'avoir à gérer tout ce qui va autour, la paperasse, l'administratif, toutes ces affaires-là. Fait que si on peut se préparer à l'avance, si on peut même préparer sa célébration de vie, ou c'est pas juste les préarrangements, mais bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en amont avant notre propre décès. Des fois, les gens qui ont une maladie longue ont le temps de faire ça, tu sais. Puis il y a des gens qui décèdent subitement. Exact. Ils n'ont pas le temps s'ils ne l'ont pas fait avant. Tu sais. Non. Puis ça a un impact, dans le fond, aussi sur le type de deuil qu'on va vivre, le contexte ou les circonstances du décès, ça va impacter la durée du deuil puis la manière dont on va vivre le deuil. Puis, à cet effet-là, j'aimerais ça, Yvan, faire un petit jeu avec toi de mythes je suis d'accord. Au sujet du deuil. Oui, on aime bien ça. Les auditeurs aussi peuvent participer. Ben oui, les auditeurs. On n'entendra pas leur réponse, mais ils peuvent participer. Exactement. Ouais. Donc, je vais te donner des affirmations, puis tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. OK. Un deuil comporte 5 étapes. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Ça dépend des personnes. Intéressant. J'aime ta réponse. Ça dépend des personnes. En fait, on a l'idée des 5 étapes parce que c'est un modèle qui a été véhiculé par Elizabeth Kubler-Ross, qui est une femme de renom dans le domaine de la fin de vie et du deuil. Donc, ça, c'est une des approches, les 5 étapes. Il y en a d'autres avec 7 étapes. Bref, il y a eu beaucoup de modèles autour du deuil qui ont été révélés. Puis, donc, il n'y a pas juste un modèle, il n'y a pas juste 5 étapes, puis le deuil, c'est pas juste des étapes, c'est un processus qui est non linéaire. Donc, on traverse différents états à travers le deuil. Vrai ou faux? Un deuil dure de 1 à 2 ans.
Faux. Bonne réponse. Ça peut être moins long ou plus long? Ça peut être moins long ou plus long. Il n'y a pas de durée précise quant au deuil. La médecine s'entend pour dire qu'il y a environ 2 ans. Mais ça se peut que ça fasse 25 ans que ton père est décédé, puis que tout d'un coup, tu penses à lui, puis là, il y a des émotions de tristesse qui remontent. C'est tout à fait normal. Par contre, si vous venez de perdre un être cher, puis que vous vous sentez incapable de fonctionner normalement dans votre quotidien après 6 mois, puis que vous n'êtes pas capable de reprendre vos activités, ça serait vraiment important de consulter. Donc, prochaine affirmation. Mm-hmm. On est prêt. Donc, quelqu'un en deuil devrait pleurer. C'est pas normal qu'une personne qui vient de perdre quelqu'un ne pleure pas. Ça peut arriver que la personne ne pleure pas, puis elle est en deuil. Mm-hmm. Ça m'est arrivé. Donc, ah oui, toi, ça t'est arrivé? Oui, je le sais, tu sais. Ouais. C'est pas parce que t'es pas triste, mais ça peut arriver que tu pleures pas par rapport à une personne. Ben et oui. une autre a peut-être pleuré pour X raisons. Exactement. Alors, je dirais que ça dépend. Et c'est exactement, ça dépend. Puis pourquoi je l'ai amené ça là? Parce que j'ai entendu souvent des gens nommer ça, qu'il faut pleurer, c'est pas normal qu'elle pleure pas, il faut qu'elle sorte sa peine et tout ça. Ouais. Le deuil peut être vécu de manière tellement variée. On peut sentir une libération de voir la personne décédée en fin d'une longue maladie, souffrante. On peut s'y être attendu, tu sais. Donc, on se dit, ben, ça nous surprend toujours, mais tu sais, on y arrive. Ben oui, déjà, d'accord. Ouais. Donc, effectivement. Est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que tu nous as aussi amené un texte que tu voudrais nous livrer, un texte de toi-même, en fait, sur le deuil. C'est intéressant. Oui, j'ai amené un texte. C'est une poésie pour l'âme, pour conclure. C'est toi qui l'as composé, alors C'est moi qui l'ai composé, puis vous pouvez le trouver aussi dans mon livre qui a été publié en 2023 aux éditions du Dauphin Blanc. Le livre qui s'intitule « Naître pour guérir et s'élever, un guide pour prendre soin de soi en tant qu'enfant d'un parent atteint de maladie mentale », dans lequel j'aborde le deuil également. Puis j'ai ce texte-là dedans. Oui, on va t'écouter. « Rien ne sert de s'empresser d'aller mieux. Inutile d'ignorer la douleur criante en soi. Cet espace transitionnel qui peut donner l'impression que l'on n'y survivra pas. Comme quelque chose qui nous échappe. Une partie de soi qui meurt, qui se détache. Le désillusionnement fait mal. Ces sensations requièrent pourtant notre attention. Car au-delà de l'inconfort se trouvent tous nos besoins inassouvis. Les rancœurs, les incompréhensions, la culpabilité, la dévastation, le refus, la rage. L'enfant intérieur qui demande à être consolé, enveloppé, rassuré, aimé inconditionnellement. Ce mal qui, quand on y plonge, nous jette face à des peurs profondes, existentielles. Peur d'avoir été abandonné, peur d'être incapable de traverser cet espace, peur de mourir. Le deuil peut nous mener vers la solitude, quoi qu'en dise autrui. L'incommunicabilité de la douleur vive qui nous immobilise. Et si nous apprenions à laisser tout cela être, sans juger le rythme, l'intensité, les ambivalences, si tout cela était accueilli naturellement pour ce que c'est, un mouvement, une révolution du cœur et de l'être. Et si nous laissions ces pans souffrants nous révéler qui nous sommes, comment pourrions-nous nous offrir à nous-mêmes ce qui nous apparaît comme le manque, la perte, l'absence? Et si nous retrouvions ce qui nous a échappé? Très beau texte. Véronique, la bonne nouvelle, c'est que tu restes avec nous. On va poursuivre dans l'émission plus tard. On va donner d'ailleurs à la fin de l'autre segment les coordonnées pour te trouver, les réseaux sociaux, tout ça, mais demeure avec nous. On continue sur le sujet. On voit qu'on peut en parler beaucoup du deuil, puis il y a beaucoup de facettes à explorer. Alors, demeure des nôtres. Ben, parfait, avec plaisir, Super, Yvan. super. Voulez-vous savoir ce qu'on a l'air puis ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet à l'Espresso, la rage au volant. La rage au volant, oui, ça c'en est un sujet, je pense qu'on peut associer un peu à la santé mentale. Oui, qui est toujours bien présent puis qui arrive des fois de façon très spontanée. Là. On ne s'attend pas vraiment à ça. Oui, mais j'ai vu en parcourant l'Internet qu'il y en avait un petit peu moins que par le passé, mais ça peut atteindre des sommets là, assez indésirables. Ouais. Alors, j'ai trouvé un article qui s'intitule « La persistance alarmante de la rage au volant ».
C'est un très court article. En fait, c'est une partie d'un article pour ouvrir le sujet que j'ai trouvé sur le site. Ça s'appelle truckstopquebec.com. Écrit par une dame du nom de Sophie Jacob, qui est rédactrice en chef chez Truck Stop Québec. Alors, elle nous dit, cette Madame Jacob, qu'entre janvier et novembre 2023, la Sûreté du Québec a enregistré 171 cas de rage au volant, principalement sans blessures graves. Ce nombre marque une baisse par rapport aux 186 cas de 2022 et aux 210 de 2021, mais reflète néanmoins la persistance du problème. Et j'ajouterais, c'est sûrement surrépertorié, parce qu'il y en a certainement qui sont pas dévoilés. Là, c'est possible. Il faut qu'il y ait eu probablement une interaction pour que la police est arrivée et ces choses-là. Oui. Mais il y en a, je pense, qui arrivent et qui sont peut-être pas dans ces chiffres-là. Alors ça peut être... ouais. Ça, je pourrais pas te le dire. Il n'y a pas plus de détails que ça dans l'article. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle simplement « La rage au volant », c'est un article que j'ai pris sur le site, imagine-toi, Pharmaprix.ca. Ouais. Alors, il y a des articles. On trouve de tout, même des articles, pour reprendre le slogan d'une autre pharmacie. D'une autre chaîne de pharmacie, oui. Ouais. Alors, on nous dit sur ce site Pharmaprix que le phénomène appelé rage au volant regroupe un éventail de comportements allant du conducteur en colère qui appuie de toutes ses forces sur le klaxon aux agressions avec une arme meurtrière. Rage au volant étant toutefois un terme relativement récent. N'en fait-on pas un usage irréfléchi parfois, un peu comme tu disais tantôt? Selon certaines sources, jusqu'à 95% d'entre nous rencontreront une situation de rage au volant, que ce soit en tant que victime ou témoin à un certain moment dans une année donnée. Pourtant, les services policiers et les experts en sécurité publique insistent sur l'importance de faire une distinction entre conduite agressive et rage au volant. Il n'existe pas de définition scientifique pour la rage au volant, mais selon beaucoup d'experts en matière de sécurité routière, cela représente un acte criminel et non une menace pour la sécurité routière. Il y a rage au volant lorsqu'un incident routier se dégénère en situation beaucoup plus grave. Par exemple, quelqu'un qui s'emporte face à une situation et répond avec violence. Dans certaines régions du pays, la rage au volant est un acte illégal associé à une agression en vertu du Code pénal. Par conséquent, le terme devrait s'utiliser pour désigner des actes de violence intentionnelle et des agressions qui surviennent dans le contexte de la conduite automobile. En d'autres termes, une agression est une agression quel que soit l'emplacement. Ouais. La conduite agressive, pour sa part, regroupe tout un éventail de comportements incorrects ou inconsidérés au volant. Il s'agit d'habitudes imprudentes et fréquemment observées telles que des gestes vulgaires, le klaxonnement excessif. Ça, on en a beaucoup dans le plateau où j'habite. Ouais, ça dérange tout le monde. Il y a l'accélération dangereuse. Il y a aussi le fameux talonnage. Il y a l'omission de signaler son intention. L'empiètement sur l'accotement pour dépasser les autres voitures, ce qui est toujours dangereux. Et le changement de voie dangereux. Ouais. Bien sûr, n'importe lequel de ces comportements pourrait provoquer une réponse violente de la part des autres. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de dommages physiques. Bien souvent, c'est le cas d'un conducteur stressé et frustré qui prend une erreur comme un affront personnel et qui réagit sans penser aux conséquences. Maintenant, quel est le profil du conducteur susceptible de réagir par de la rage au volant? Sur le plan statistique, les hommes sont les plus souvent impliqués dans une situation de rage au volant en tant que contrevenants ou victimes. Mais cela peut arriver à n'importe quel usager de la route. La différence est que la plupart des gens sont capables de supprimer ce besoin de réagir. Oui, ils vont s'auto-contrôler un peu plus. J'ai envie d'ajouter heureusement. Bon, heureusement, oui. Alors, en termes psychologiques, la rage au volant est associée dans certains cas aux troubles du contrôle des impulsions qui regroupent le vol et la dépendance compulsive au jeu. Il a été suggéré que les conducteurs ayant un tempérament fortement colérique ont tendance à avoir des comportements agressifs au volant.
Ils sont portés à lancer insultes et commentaires à l'égard des autres, à poser des gestes vindicatifs et bref, à exploser. Quoi faire pour gérer frustrations et colère au volant? Il y a 4 suggestions qu'on nous fait ici. Alors, on nous dit premièrement, éviter de prendre le volant en colère. C'est assez évident. Certains experts pensent que les conducteurs à tempérament colérique ont une habitude en commun, celle de monter en voiture avec les émotions de tous les jours. Cette habitude qui mène droit aux accès de rage au volant peut être évitée avec de la planification. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et... oui, tu vas nous faire languir jusqu'au bloc expresso allongé. Oui, je vais klaxonner quand je serai revenu. C'est ça pour la suite, on va poursuivre plus tard. À venir dans l'émission, notre invitée Véronique Morissette poursuit avec beaucoup de douceur sur le sujet du deuil sous plusieurs angles. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet, la rage au volant. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à l'émission Folie Douce. Leader en santé mentale depuis 1991. De retour au micro avec notre invitée Véronique Morissette. Merci d'être restée avec nous à l'émission. Ça me fait plaisir. C'est très intéressant. On parle d'un sujet, le deuil, puis c'est un sujet au départ qui semble négatif, mais la façon que tu en parles, je ne dis pas que c'est positif, mais je dirais que c'est quelque chose qui est pas mal plus nuancé qu'on pourrait penser. Mm-hmm. Le deuil, tu nous as parlé de beaucoup d'informations au début dans le premier segment. Maintenant, tu allais un peu plus loin, en fait. Je te laisse aller un peu avec ce que tu veux nous dire, puis on va échanger, évidemment. Oui, j'aimerais ça aborder un peu l'aspect du deuil relationnel, puis aborder aussi des stratégies pour prendre soin de soi dans le deuil. Ouais. Dans le fond, en lien avec le deuil relationnel qui est plus spécifique, qui est une des formes de deuil. Par exemple, dans le cas d'une séparation, d'un divorce, une garde partagée avec les enfants, la fin d'une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Même tu disais tantôt, les gens qui quittent le nid familial, c'est un deuil? Oui, ça en est un deuil relationnel? En fait, ça, c'est une forme de deuil, peut-être pas relationnel, mais c'est une forme de deuil. Ça, c'était dans la définition de la psychologue. Mais en fait, un deuil relationnel, on peut en vivre un aussi quand quelqu'un proche de nous décède. Mm-hmm. Il y a une forme de deuil relationnel là-dedans. Okay. Et ça peut être aussi quand on vit un deuil blanc. Quelqu'un qui est proche, qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, il y a une forme de deuil relationnel dans notre lien avec la personne avant qu'elle décède aussi là-dedans. C'est ça, parce qu'on doit faire le deuil de la relation, parce que la personne peut-être ne nous reconnaît plus. Elle n'est pas décédée, mais c'est comme si on était en deuil déjà parce qu'on n'a plus cette relation-là. C'est ça. C'est ça. Exactement. Puis parlant de relation, il y a aussi la facette du deuil relationnel quand on est proche d'une personne atteinte de maladie mentale qui est un peu similaire à celle-là. Puis je dis deuil relationnel, mais ça peut être aussi le deuil d'une figure parentale ou fraternelle idéalisée ou normale, dite, entre guillemets, celle à laquelle on pourrait s'attendre, mais qui n'est pas celle-là vraiment, parce que parfois, la personne avec la maladie peut avoir des caractéristiques ou des traits ou des comportements qui font en sorte que ça ne convient pas à la figure parentale à laquelle on s'attend. Qu'on aurait souhaité. Ou qu'on aurait voulu, exactement. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours évident à vivre, parce que on idéalise quelque chose, puis la personne est comme elle est. On peut pas remplacer la personne est comme ça, mais on aurait aimé avoir un autre type peut-être de personne. C'est ça. La personne peut avoir des incapacités ou à cause de toutes sortes de raisons veut couper le lien, par exemple. Donc,
ça, c'est une forme de deuil qui requiert vraiment notre attention, puis c'est important de le reconnaître comme tel aussi, parce que puis je parle de deuil, mais il ne s'agit pas nécessairement de renoncer tout à fait à la personne ou de plus lui parler ou de couper les ponts complètement. C'est dans le figuratif. Donc, comment on prend soin de soi là-dedans? Premièrement, c'est important de savoir qu'on a des besoins. Puis, je le dis parce que quand on est proche aidant ou proche d'une personne qui a une maladie, parfois, on peut avoir tendance à s'oublier puis à se faire passer après, puis à faire passer les besoins de l'autre en premier. Donc, c'est important d'apprendre à s'arrêter. Puis, j'aimerais aborder l'aspect d'autocompassion envers soi. D'accueillir qu'est-ce qui est là, d'être présent à soi. Le meilleur moyen de vivre un deuil, c'est d'y aller. Hein? C'est de ne pas négliger que c'est là, qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la tristesse, qu'on se sent déchiré. Donc, à notre rythme, d'accueillir qu'est-ce qui est là, d'accueillir les émotions que ça me fait vivre quand je réalise que le lien s'effrite, quand je réalise que le lien est coupé, quand je réalise que la relation fonctionne plus ou fonctionne pas. À ta connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations de qualité sur le deuil? Tu sais, les gens qui ne voudraient pas nécessairement consulter quelqu'un parce qu'ils ont de la misère à vivre ça, mais qui veulent eux-mêmes faire un cheminement, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Oui, il y a quand même pas mal de littérature sur le sujet. Il y a différents livres. Il y a quand même une bonne panoplie de livres qui existent. Tu as de l'accompagnement aussi. Tu en es une accompagnante. Ben oui. Dans le fond, il y a des professionnels qui accompagnent. Il y a des professionnels qui accompagnent, absolument. Comme moi, je suis accompagnante au deuil. Je me suis formée comme Tanadoula palliathérapeute. Je suis coach PNL certifié. Les intervenants puis les intervenantes au deuil qui sont plus alternatifs, là, qu'on sort du mainstream là, de psychologues, travailleurs sociaux, surtout actuellement où le système est... Et il y a beaucoup de listes d'attente, on va dire ça comme ça. Il y a des très longues listes d'attente. Donc, les gens se tournent un peu plus peut-être vers le privé. Bref, peu importe la méthode ou le qui, vers qui vous allez, assurez-vous que la personne que vous allez consulter est compétente. Parfois, on voudrait... se confier à des amis, mais les personnes à qui on va se confier sur notre deuil, peut-être qu'ils ne sont pas disponibles ou peut-être qu'ils vont chercher à nous donner des conseils parce qu'ils pensent qu'on a besoin de conseils, mais peut-être que tout ce qu'on a besoin, c'est de parler. Peut-être que tout ce qu'on a besoin, c'est de sentir qu'on est écouté, on est entendu, on est compris. Il y a quelqu'un qui est là pour recevoir, puis où est-ce qu'on peut se déposer en toute sécurité, en toute confiance, en toute confidentialité. Et chez quelqu'un qui est peut-être moins lié, qui n'est pas lié, en fait, quand c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, quelqu'un qui est hors de notre système. Oui, ça peut être mieux, oui, j'ai l'impression, dans plusieurs cas. Bien, c'est sûr que si on a un besoin d'aide important, c'est mieux d'aller voir un professionnel, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est certifié, pour recevoir de l'aide. Puis peut-être des fois des conseils aussi, ça dépend de la nature du besoin puis de la demande, là. C'est ça. Il y a toutes sortes d'intervenants qui existent puis à qui on peut se référer, effectivement. Oui. Puis dans les autres stratégies, à part l'accompagnement, c'est important de s'arrêter. C'est important d'identifier qu'est-ce qui se passe en nous. Parce qu'on peut aller chercher de l'aide puis on peut trouver aussi des ressources en ligne ou à l'extérieur. Mais si je pouvais donner une stratégie que quelqu'un pourrait appliquer maintenant, aujourd'hui, ça serait justement l'autocompassion. Donc, de s'arrêter, d'identifier c'est quoi mes pensées en ce moment, c'est quoi mon ressenti. Puis là, je vous les donne en étapes rapides, là, parce que... Est-ce qu'on est mieux d'écrire en passant ça? Parce que ça fait peut-être beaucoup d'affaires qui tournent dans notre tête. Est-ce que écrire, c'est une bonne façon? Oui, écrire, c'est une bonne façon. Déjà, quand je réalise que je me sens happée par l'émotion qui est désagréable, de m'arrêter pour en prendre connaissance, de ne pas l'ignorer, de rester là avec ça. Puis oui, si écrire, ça peut me permettre d'identifier c'est quoi mes pensées, c'est quoi les croyances que je suis en train d'avoir en ce moment qui ne sont pas aidantes, c'est quoi les croyances limitantes que j'ai, c'est quoi l'émotion que j'ai, où est-ce qu'elle se situe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai le cœur qui palpite? J'ai la gorge serrée? Qu'est-ce que j'ai? De s'arrêter puis de connecter avec notre corps. Puis d'identifier l'émotion, parce qu'à chaque fois que je vis une émotion désagréable, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Fait que si je suis en train de vivre une situation,
le parent ou mon proche veut couper la relation ou veut plus me voir ou veut fermer ça, je vais peut-être me mettre à penser toutes sortes de choses. Je suis pas aimée, je suis pas important, je suis responsable de sa souffrance, peu importe c'est quoi. Toutes ces pensées-là qui nous viennent en tête, qui sont pas aidantes parce que ça nous tire vers le bas, ça nous mine. Puis peut-être que c'est pas vrai non plus. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ces croyances-là? Donc, d'aller identifier les pensées, les croyances, puis les émotions. Donc, quand j'identifie mon émotion qui est reliée à ces pensées-là, je peux aller plus loin encore. Puis regarder de quoi j'ai besoin. Quand je me sens triste, quand je me sens impuissante, de quoi j'ai besoin? Peut-être que j'ai besoin d'amour, peut-être que j'ai besoin de connexion, peut-être que j'ai besoin d'écoute, peut-être que j'ai besoin d'attention. Bref, c'est peut-être difficile de savoir ce quoi on a besoin. Tu sais. Oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la pratique pour identifier ça. C'est ce qu'on ressent, c'est peut-être plus facile parce qu'on le ressent. Mais qu'est-ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on pense qui nous aiderait? Exactement. C'est ça. Parfois, d'où l'importance parfois d'aller, premièrement, de pratiquer ça. Je le sais que c'est pas évident, mais à force de le pratiquer, ça devient quelque chose de plus en plus facile et de plus en plus évident. Dirais-tu que chaque jour, on devrait prendre un certain temps pour s'arrêter? Qu'est-ce que tu suggères? Moi, qu'est-ce que je suggère? Oui, c'est sûr que de prendre le temps déjà, cette stratégie-là, de s'arrêter à tous les jours puis me demander comment ça va. Tu sais, de s'arrêter, là, pendant qu'on travaille, des fois, on est comme étourdi par tout ce qu'on fait, on est dans l'agir, on est dans l'action, puis de prendre un moment pour soi à tous les jours. Moi, personnellement, le matin puis le soir, je médite. Tous les jours? Je me connecte. Bref, j'ai une pratique spirituelle puis personnelle qui m'a amenée à, justement, apprendre à connecter. Tu as trouvé cet équilibre-là? J'ai trouvé cet équilibre-là. Puis plus qu'on le pratique, puis moi, j'invite tous les auditeurs et auditrices à pratiquer cette bienveillance et l'autocompassion envers soi, parce qu'à partir du moment où on identifie qu'est-ce qu'on pense qui nous aide pas, on peut choisir des nouvelles pensées, on peut changer notre perspective sur qu'est-ce qui nous arrive, on peut identifier nos sentiments puis nos besoins qui ne sont pas répondus puis aller prendre action. On retrouve du pouvoir dans notre situation parce qu'on devient responsable nous-mêmes de qu'est-ce qu'on ressent. C'est plus l'autre, c'est plus à cause de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est pas parce que mon proche est malade, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de pas correct ou parce que peu importe. Donc, pour prendre soin de moi dans ce deuil relationnel, je peux simplement me donner qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis bien souvent, c'est de l'amour. Oui, bien ça c'est de base, mais les gens peuvent voir ça peut-être de façon... Ils vont voir ça comme presque une montagne de faire ça, mais c'est pas comme ça, c'est facile. Il faut juste l'apprivoiser. Plus qu'on s'apprivoise, puis je le sais que... Oui. Je le sais que ça peut être épeurant pour bien des gens d'aller voir c'est quoi l'émotion qui est là, parce que des fois, ça peut faire peur de voir « Oh là là, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? » Puis toutes les choses qu'on a enfouies derrière nous, toutes les émotions tapis qu'on n'a pas été voir, d'où l'importance d'aller parfois se faire accompagner. Ouais. Tu sais, simplement marcher pas à pas avec quelqu'un pour se faire un peu guider dans ces étapes-là, puis découvrir notre stratégie qui nous aide, puis des fois, le faire avec quelqu'un, ça peut nous rassurer. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut faire attention, il faut être à l'écoute de soi, en fait. C'est ça. Il faut être bienveillant. C'est ça que tu disais tantôt qui m'a plu, parce que on a l'impression que les gens, des fois, sont bienveillants envers les autres, mais envers soi-même, ne le sont pas autant. Et c'est quand même c'est important de l'être envers soi-même. Il reste moins qu'une minute, Véronique. C'est super intéressant. C'est certain qu'on te réinvite pour d'autres émissions si ça t'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Absolument. Mais j'aimerais ça qu'on indique aux gens comment ils peuvent trouver tout ce que tu fais, ton livre, tout ça, les environnements sociaux, des réseaux sociaux. Là. Oui, bien dans le fond, les gens peuvent me trouver en ligne sur mon site web à véroniquemorissette.com, un R, 2 S, 2 T-E. Comme Dave Morissette, comme Louis Morissette. Ouais. Et sur Facebook, sur ma page Facebook, Véronique Morissette accompagnante.
Donc, toutes mes activités, ateliers, services se retrouvent toutes là. Puis, il y a également mon livre qui est disponible dans les librairies et aux éditions du Dauphin Blanc ou directement avec moi pour une dédicace. Le livre qui s'appelle « Naître pour guérir et s'élever, un guide pour prendre soin de soi en tant qu'enfant d'un parent atteint de maladie mentale. » Merci beaucoup, Véronique. C'est vraiment très généreux de ta part d'être avec nous, puis au plaisir de te revoir. Merci d'avoir été avec nous pour 2 segments, puis j'espère que les auditeurs ont bien apprécié. Un grand plaisir, Yvan. Merci. Merci, à la prochaine. De retour au micro à Folie douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en dévoilant le vrai visage de la santé mentale. Nous poursuivons au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, la rage au volant. Puis tu avais, avant de terminer le premier bloc, je pense que tu énumérais quelque chose. Ouais. On pourrait revenir à ça. C'est ça, c'est dans un deuxième article que j'avais trouvé. Ça s'appelle comme ça, la rage au volant, que j'ai pris sur le site pharmaprix.ca. Alors, on nous parle des choses qui nous aident à gérer nos frustrations et nos colères au volant. Il y avait 4 suggestions. J'étais simplement en train de parler de la première, du premier conseil. Alors, je continue là-dedans. Alors, on nous dit « Donnez-vous tout le temps qu'il faut pour arriver à destination. » Faites des détours pour éviter les routes achalandées ou prenez une pause lorsque vous sentez la colère ou les émotions vous accaparer. Ça, c'est un peu facile à dire. C'est facile à dire. On est pressé d'aller quelque part. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. C'est ça, oui. C'est pour ça que le monde est impatient, je pense. C'est possible. Si on a tout notre temps devant nous, on va être plus tranquille. Ou on peut écouter Folie douce au volant aussi. Ça calme un peu. Ça calme aussi. Ça calme le pompon, comme on dit. Alors, on nous dit, si vous remarquez que certaines situations routières, comme les jours de pluie ou de neige et les travaux de construction, ont tendance à vous mettre de mauvaise humeur, évitez-les si possible. Deuxième conseil, s'abstenir de juger les autres conducteurs. À moins qu'un autre conducteur vous mette dans un danger imminent, pourquoi dépenser de l'effort mental à condamner les aptitudes au volant des autres? Cela importe peu si quelqu'un oublie de signaler avant de faire son virage ou ralentit pour mieux lire une indication sur la route. Accordez-lui le bénéfice du doute. Le conducteur ne manque pas nécessairement de considération pour les autres, il est peut-être momentanément distrait. N'oublions pas que nous commettons tous des erreurs de temps en temps. Ouais, puis ça, je dirais, c'est moins pire que des manœuvres dangereuses. Ouais. Je veux dire, ça peut se comprendre. Ouais. C'est moins pire, je dirais. Mais c'est vrai, quand tu y penses, conduire, c'est assez compliqué finalement parce qu'il y a plusieurs choses à penser en même temps. Ça vient de seconde nature, tu vas me dire. Oui, c'est une seconde nature, mais il faut souvent conduire pour les autres, plus que pour soi. Oui, il y en a qui disent ça, oui. Ouais. Un autre conseil, c'est se rappeler que souvent, le geste n'a rien de personnel. Les personnes susceptibles de piquer une crise de rage au volant sont souvent portées à voir des menaces pour leur estime de soi. Elles peuvent considérer la mauvaise conduite automobile chez quelqu'un d'autre comme un manque de respect ou une insulte personnelle. N'oubliez pas que les autres usagers de la route ont leurs problèmes personnels, leurs soucis et leurs propres plans qui n'ont rien à voir avec vous. J'avais déjà lu ou entendu que l'auto, c'est un peu la personne. Fait que des fois, elle se sent attaquée dans sa personne. C'est possible. C'est comme son auto, c'est comme si c'était l'extension de sa personne. Ouais. C'est pour ça que les gens réagissent des fois trop ou des personnels. fois, ils se sentent peut-être un peu trop à l'abri, peut-être. Peut-être. Ils se sentent comme dans leur maison, comme s'il y avait comme tous si les droits. Oui, comme par exemple, c'est ça, mais tu as l'impression que c'est comme leur environnement. Fait que on vient les déranger dans leur environnement, mais tu sais, il y a comme une dissociation qu'il faut faire, mais ils ne font pas toujours. Alors, un autre conseil, on nous dit rechercher un traitement. En prenant des mesures proactives pour maîtriser votre colère et votre frustration, vous pourriez éviter nombre de situations fâcheuses ou regrettables, notamment l'obligation de suivre des cours de gestion de la colère sur ordre d'un tribunal ou la suspension même du permis de conduire, du temps en prison ou pire, des blessures pour vous-même ou d'autres personnes. Les ateliers sur la relaxation et les habiletés d'adaptation ont aidé certains à mieux gérer leur colère et leurs impulsions. Ça me fait penser à un film que j'avais vu
Il y avait Jack Nicholson là-dedans et Adam Sandler. En tout cas, il y a des auditeurs qui vont reconnaître ce film-là. Avec les traits c'est la gestion justement de la colère. Alors, on nous dit aussi, il pourrait être une bonne idée de suivre un cours de conduite portant particulièrement sur la réaction aux situations tendues sur la route. Quatrièmement, dernier conseil, donnez un bon exemple aux enfants. Si vous avez des enfants dans la voiture, considérez votre façon d'agir comme un exemple possible du comportement à adopter au volant. Cela comprend donc toutes vos réactions négatives aux autres conducteurs ainsi que tous vos gestes et commentaires. Ne préfériez-vous pas inspirer de futurs conducteurs alertes mais calmes plutôt que des chauffeurs furieux qui s'expriment par le doigt d'honneur? As-tu déjà fait un doigt d'honneur au volant, toi? Non, pas vraiment. Mais je m'en suis déjà fait faire. Je n'ai pas aimé. Mais tu sais, oui. Mais je trouve que c'est insultant. Bien, c'est sûr. Mais moi, comme toi, je suis un conducteur depuis longtemps. J'ai jamais fait ça. Mais j'ai jamais été parfait non plus. Non. Là, on a peu de temps encore. J'ai un autre article qui s'intitule « 10 bons trucs pour éviter la rage au volant ». C'est sur le site Guide Auto Web. Et on nous dit, par exemple... Premièrement, allouez-vous plus de temps. La rage au volant provient souvent du fait qu'on se sent stressé et pressé. Ouais. Prévoyez donc un peu plus de temps pour vos déplacements. C'est un peu ce qu'on nous disait ça, c'est tantôt. la clé, c'est ça. Ça aide à être plus calme. Oui. On nous dit éviter de talonner et de couper la circulation. Saviez-vous que 30% des altercations sur la route qui déclenchent des agressions physiques débutent par du talonnage de trop près et des dépassements brusques? Ça, c'est dangereux. Ouais. Si vous êtes patient et que votre clignotant est bien actionné, une personne courtoise vous cédera la voie plus rapidement que vous le croyez. Je m'arrête ici et les gens pourront voir les articles sur notre site. Là, on va les mettre dans la section mentionnée à Folie Douce sur le site antenne.qc.ca sous ta chronique La rage au volant. Merci Pierre. Exactement. Merci Pierre pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie. Bienvenue mon cher. Merci aussi pour ton sujet à ton segment Espresso allongé, la rage au volant. La rage au volant. On n'était pas trop choqués, on n'était pas trop enragés. Non, moi je suis défâché. Ouais, c'est ça. Puis tu n'as pas trop klaxonné, fait que c'est parfait. Merci pour ça. Notre invitée Véronique Morissette a été avec nous une bonne partie de l'émission. Elle nous a parlé du deuil sous plusieurs angles. C'était intéressant de l'entendre sur ce sujet-là. Merci beaucoup Véronique d'avoir été des nôtres. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.